we don't run late. And I see that the recording has started, so which is a good thing. And I also see that we already have a good number of colleagues who've joined us and who continue to join. So I hope you can all hear me at the very least, and at best, I hope that you can also see me. All right, so my name is Balwant Gora. It's written on the slide because it's a bit difficult to remember. And I am a political advisor at the Sanitation and Water for All Partnership, which is an international partnership of multiple constituencies, including 85 national governments, external support agencies, research organizations, and particularly relevant for today, we also have more than 150 civil society organizations, which are SWA partners. So I'll start with a couple of housekeeping notes, because it's now standard practice to do this with online sessions. So the first thing is that please do keep your microphones on mute so as to reduce the interference and the disturbance. The second is that we will now project a slide on which you can see the instructions for the translation between French and English. Please follow these instructions. And for the speakers, who I shall introduce in a few moments, please try and stick to the time limit so that we can make this session exactly what we want to make the WASH sector, which is participatory. Alors, je me présente pour les collègues francophones et francophiles. Je suis le docteur Godara Balwant. Je suis un conseiller politique au partenariat Sanitation and Water for All, SWA. Donc, partenaire qui regroupe qui est un partenariat qui regroupe plusieurs types d'organisations œuvrant dans le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Alors, il y a 85 gouvernements qui sont partenaires du SWA. Il y a aussi des organisations de la société civile, il y a des centres de recherche, il y a quelques organisations du secteur privé, les régulateurs, et il y a aussi des partenaires techniques et financiers. Donc, je commence cette session en vous donnant quelques détails pratiques, comme il se doit maintenant avec tout ce qui se passe en ligne. Donc, vous avez, s'il vous plaît, gardez vos micros en mode silencieux pour qu'on ait moins d'interférences et donc moins de perturbations dans les discussions. La deuxième chose, c'est pour la traduction. Vous avez les instructions qui sont postées sur ce slide qui est devant vous et ça vous permet de faire écouter dans l'anglais ou le français. Et pour les panélistes, s'il vous plaît, essayez de respecter la durée de temps qui vous est allouée pour que cette session elle soit ce que nous voulons faire du secteur au assainissement, c'est-à-dire très participatif. Alors, so shifting back to English, the theme for today is participatory decision making. And more specifically, we look at the involvement of those who should be at the center of all things WASH, which is the populations and communities. And if we go to the highest level of granularity, the individuals and the citizens. So I think we're all convinced that it is important that these users be made a part of the decisions. When we design, implement, sustain, and account for WASH services. And let me give you one example from our recent experience. So during the recent sector ministers meeting that brought together 53 ministers of water, sanitation, hygiene, climate, environment, health, and economy, there were several ministers who expressed the need for support on this topic. So one of the ministers admitted, and I quote, "Leadership alone is not enough. There is a need to engage grassroots and speak to beneficiaries." So the specific asks from the ministers were
that they wanted to learn about successful models of community participation. They wanted to know how to better integrate traditional and ancestral practices into service design and delivery. And they wanted to have the design of complaint and redressal systems, because citizens would improve their behaviors if they know that they are listened to. So some of the solutions that some ministers provided were also quite interesting. And we were able to see that participatory decision-making is definitely a dream for all of us actors in WASH, but some are managing to realize that dream. And so to learn more about such dreamers and such doers, it is my great pleasure and honor to moderate this session. So thank you to Coalition O and Action Against Hunger for organizing the session for the benefit of all of us. And thank you particularly for giving me the chance to moderate. Alors, en français, je vais donner quelques remarques d'introduction. Alors, le thème de notre discussion aujourd'hui, c'est la prise de décision participative. Et plus particulièrement, nous allons voir comment impliquer celles et ceux qui doivent être au centre de toutes choses liées à l'eau et à l'assainissement, c'est-à-dire les populations et les communautés. Et si on passe à un niveau de granularité très fin, eh bien, comment impliquer les individus et les citoyens. Alors, on est tous convaincus que ces parties prenantes devraient être au sein des décisions, lorsqu'on décide sur le design, sur la mise en œuvre et sur la durabilité des services, et aussi lorsqu'on parle de la redevabilité pour ces services-là. Alors, je vous donne un exemple de notre expérience très, très récente. C'est il y a quelques mois, nous avons tenu la réunion des ministres du secteur et qui a regroupé 53 ministres qui étaient responsables de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais aussi du climat, de l'environnement, de la santé et dans quelques instances de l'économie. Alors, plusieurs ministres ont exprimé des besoins assez clairs pour avoir des soutiens sur ça, c'est-à-dire comment assurer la participation des communautés et des bénéficiaires. Et un des ministres, excusez, a admis que le leadership ne suffit pas. Il y a aussi besoin de parler aux bénéficiaires et d'engager les organismes communautaires. Donc, les ministres, ils veulent en apprendre plus sur justement les modèles de participation des communautés, sur l'intégration des pratiques traditionnelles et ancestrales dans les services au assainissement, et aussi des mécanismes de plainte parce qu'on considère que les citoyens vont améliorer leur comportement en quelque sorte, c'est-à-dire la demande des services, si jamais nous savons qu'on les écoute et on écoute leurs préoccupations. Donc, il y a quelques ministres qui ont aussi présenté des solutions pour justement engager ces communautés. Et tout ça, ça nous fait dire que la prise de décision participative est un rêve pour nous tous, c'est sûr, mais il y a certains et certaines qui sont en train de réaliser ce rêve-là aussi. Donc, voilà, j'ai le plaisir et le grand honneur de modérer cette session et je remercie Coalition Eau et Action contre la faim pour l'organisation de la session elle-même, mais aussi pour me donner l'occasion de faciliter les discussions. Alors, so shifting back to English, and just to end my opening remarks, so the gratitude that I expressed earlier is even greater when I look at the list of speakers and the range of their interventions. So we'll start with a first segment with 3 speakers. So the first speaker is going to be Madame Hélène Bragori, who's Director of Rural Sanitation in the government of Côte d'Ivoire. And she'll speak to us of 2 programs, government-led programs, both of which have strong involvement of local prefectures, of traditional leaders, of youth, and of women. Then we'll give the floor to Mr. Armin Razani,
who is an expert with the Secretariat of the Protocol on Water and Health at the UN Economic Commission for Europe. And he'll speak to us of the protocol first, and then give us an example of public participation in Armenia. And we'll see how the participation of the public via non-governmental organizations helps ownership and application of the protocol. And then in the first segment, the last speaker is going to be Madam Jessica MacArthur, who is with the Institute for Sustainable Futures in Sydney, in Australia. And she'll enlighten us about ways to pursue gender equality in water and sanitation programming, using mechanisms that ensure that populations can go from being mere objects in this programming to becoming actors, agents, and finally, the owners of the program. Now, in our second segment, we also have 3 speakers. The first is going to be Dr. Sambou Ndiaye, who's Professor of Sociology at the Gaston Berger University in Senegal. And he'll speak to us about rural water services and illustrate with a project called SENSE, which ran from 2017 to 19. And he'll tell us about the civil society's capacity to influence the formulation of and the implementation and the evaluation of public policy as relates to water. Then we're going to invite Mr. Emile Achigaku, who's the lead of the Water and Sanitation CSO network in Togo. And he'll speak to us about citizens' offices and other mechanisms. And we'll see that while local authorities in Togo, they have an obligation to facilitate citizen participation, the actual participation itself is impacted by the choices that are made in the management of services. And our final speaker is going to be Madame Sandra Metayer, who is the coordinator of Coalition Eau and a member of the steering committee of the Butterfly Effect. She'll tell us about international platforms like the World Water Forum and the SWA itself, and the participation of civil society on these platforms. So 3 speakers in the first segment, each will have 7 minutes. Then we'll have 10 minutes of questions and answers. We'll have a second segment with 3 speakers, and then again 10 minutes for question and answers. And if everything goes well, then we should be left with a few minutes for discussion and conclusions. So I see we're running late on the schedule. I would like to give the floor directly to Madame Hélène Bragory, who is going to speak to us from Côte d'Ivoire. Madame Bragory, la parole est à vous. Oui. Merci. Merci. Je voulais remercier M. Balion et la coalition Eau et tous ceux qui nous invitent à prendre part à cette session qui pour nous est très importante. OK. Je suis Madame Bragory Hélène, je suis la directrice de l'assainissement en milieu rural en Côte d'Ivoire. Je suis en charge du programme social du gouvernement dans son volet accès à l'assainissement durable au niveau des villages, des ménages dans les communautés. Je suis encore en Côte d'Ivoire, je suis en train de partir sur Stockholm tout à l'heure parce qu'il y avait des problèmes de calendrier, puisqu'il y avait des réunions, donc je finis la session et je prends le vol soir. Bien. La question de l'implication des communautés pour accélérer l'accès pour nous ne devrait pas être un rêve, parce que sans leur implication, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs facilement. Ce serait très difficile. Et nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, avant la mise en place même du programme, nous avons déjà sillonné les villages pour avoir d'abord leur avis, pour comprendre pourquoi l'accès est aussi difficile. Donc, nous avons d'abord pris en compte leurs différentes plaintes, leurs problématiques, parce que les communautés ne se sentaient pas impliquées dans les prises de décision, ne se sentaient pas impliquées au début des programmes qui s'adressent à eux, et les décisions sont prises
je veux dire à Abidjan, qui est la capitale économique, et implémentés dans des villages qui sont à plus de 400-500 km sans connaître les réalités. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociologiques par rapport aux différentes régions. Donc, une décision est peut-être praticable dans une partie de la Côte d'Ivoire, mais dans une autre partie de la Côte d'Ivoire, ça peut créer des problèmes d'accès. Alors, nous avons donné le cas, nous allons vous donner notre expérience sur deux programmes, le programme social du gouvernement et puis le projet sécurité de l'eau pour tous les usages de la Banque mondiale sur un projet très ambitieux sur lequel nous sommes déjà éligibles au niveau de la Banque mondiale. OK. Au niveau du programme social du gouvernement, nous avons essayé d'expliquer qu'il faut l'implication des autorités locales, préfectorales locales, c'est-à-dire les sous-préfets qui sont, c'est eux qui interagissent directement avec les chefs de village, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des villages. Au niveau de cette problématique, nous avons compris qu'il fallait impliquer les autorités traditionnelles qui sont dans ces villages-là et aussi, surtout, impliquer les jeunes et les femmes. Et les jeunes qui sont pour nous une main-d'œuvre qui est dans les villages, qui peut accompagner dans le cadre de l'accès s'ils sont informés à temps au début et que leurs préoccupations sont prises en compte. Au niveau des femmes, et chaque fois que je parle de cette implication des femmes, je le dis toujours que c'est avec beaucoup d'amertume parce qu'en général, en Afrique et dans beaucoup de régions, la voix des femmes ne compte pas, la présence des femmes ne compte pas au début pendant les prises de décision. Et alors que c'est ces femmes-là qui ont la lourde charge de la durabilité des ouvrages, de l'entretien des ouvrages, de l'utilisation des ouvrages. Alors, si elles ne sont pas impliquées, comment est-ce qu'elles peuvent comprendre que ça, il s'agit d'un tuyau, voilà comment l'entretenir, il ne faut pas mettre les ordures peut-être dans les toilettes. Comment elles peuvent le comprendre si elles n'ont même pas été associées, elles ne sont associées à aucun niveau. Donc, au niveau de l'implication des autorités locales, ce que nous faisons, nous allons déjà porter le programme à ces autorités-là. Ici, vous voyez sur ce slide-là, les préfets, les sous-préfets qui sont impliqués. Ils sont impliqués comment? Nous les informons par un courrier que nous adressons à la Direction générale de l'administration du territoire. C'est cette administration-là qui s'occupe de tout le corps préfectoral, les préfets de région, les préfets de département et les sous-préfets. Nous expliquons le programme, nous leur expliquons le programme par des courriers signés du directeur du cabinet ou même du ministre. Et ces autorités-là informent par des circulaires que des missions vont se rendre au niveau des villages et ils expliquent dans ces circulaires-là, ils expliquent un peu l'objet de ces missions-là. Ensuite, la direction, nous organisons nos collaborateurs de la direction qui vont jusque dans ces localités pour présenter d'abord les civilités au corps préfectoral, rendre compte de l'évolution des activités et chercher à obtenir avec le sous-préfet s'il y a des boulots d'étranglement, s'il y a des solutions à apporter. Ensuite, le corps préfectoral nous accompagne dans la mise en œuvre puisque eux, ils sont au niveau des collectivités, ils peuvent faire des visites de terrain, ils peuvent faire des relances régulières lors des réunions sous-préfectorales. Nous avons aussi des directions régionales qui sont en région, qui travaillent aussi avec ces préfets-là. Ça, c'est l'implication des autorités préfectorales locales parce que c'est eux qui sont les garants de ce qui est dit par le gouvernement. Est-ce que c'est ce qui a été dit par le gouvernement qui est vraiment implémenté sur le terrain? Alors, avec ces autorités-là, nous organisons des séances d'information. Nous faisons venir ces communautés-là. Nous avons mis en place un petit groupe, la chefferie, les leaders communautaires, les leaders religieux,
la présence des femmes, la présence des jeunes et les ouvriers, des artisans, des maçons, des quincailliers, et tout ce monde-là se rend à la sous-préfecture locale et nous leur donnons l'information. Et vous voyez aussi que le sous-préfet même, pendant la mise en œuvre, pendant la construction des ouvrages, se déplace même pour aller constater la véracité et tout. Est-ce que les ouvrages sont aux normes? Ensuite, au niveau des autorités traditionnelles, comme on le dit, c'est des autorités qui supervisent les activités à travers les comités de suivi et qui rendent compte au corps préfectoral et à la direction régionale. Et ces autorités s'impliquent pour l'atteinte des objectifs dans leur localité parce qu'on essaie de créer une petite émulation. Si votre village, il y a le maximum de latrines construites, ça améliore la santé et le cadre de vie. Et les autorités, nous les impliquons dans tout ce que nous faisons, le lavage des mains, nous leur donnons des kits pour nous leur faisons des démonstrations de lavage de mains pour qu'ils sachent que tout ce qui se passe au niveau des villes doit se passer aussi au niveau des villages. Et ici, vous avez cette photo à ma droite avec le ministre même qui est avec les autorités traditionnelles qui va même lui-même souvent porter même l'information dans les villages les plus reculés dans le cadre de la redevabilité mutuelle. Donc, voilà un peu au niveau du programme social du gouvernement, l'implication oui, des jeunes et l'implication des femmes. Et nous allons... Bon, l'implication des jeunes, c'est ceux qui sont les ouvriers qui accompagnent dans la mise en œuvre des ouvrages. Au niveau des femmes, oui, ces jeunes, voilà, des formations. On va parler. Au niveau des femmes, nous savons que ce sont les femmes qui entretiennent les ouvrages. Ce sont les femmes qui vont avoir la lutte d'entretenir les latrines, les toilettes et tout. Et il faut qu'elles soient impliquées pour éviter les problèmes liés aux gens. Et aussi, il faut les sensibiliser. Il faudrait qu'il y ait un espace pour elles, pour leur donner l'information, puisque dans ces sociétés-là, les femmes ne participent pas aux réunions assis au même niveau que les femmes. Donc, nous prévoyons mettre en place une petite structure que nous avons appelée la maison d'assainissement des femmes. Et c'est là-bas qu'elles vont avoir toutes les informations et poser toutes les questions sans temps. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et je vais vous remercier. Madame Grégory, merci beaucoup. Alors, en fait, on aura le temps pour avoir des questions et des discussions plus tard. And let me just go from Côte d'Ivoire to Armenia and invite Mr. Armin Ghazani to please speak about the protocol on water and health and the public participation around this protocol. Thank you. Armin? Yes, thank you very much. Nice to meet all of you virtually. My name is Armin. I am an Associate Environmental Affairs Officer at the United Nations Economic Commission for Europe, working in a joint secretariat of the Protocol on Water and Health. Next slide, please. So before we start, I would like to set the scene by briefly introducing the Protocol on Water and Health, which globally is the first and only treaty that focuses on water, sanitation, hygiene, and health, with the objective to reduce water-related diseases through improved and optimized water management. The protocol is a legally binding agreement for countries in the pan-European region alone. And when we say pan-European region, we refer to all the countries in Western and Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia. And since the protocol is a legally binding agreement, it requires parties to take appropriate measures to ensure adequate supply of safe drinking water for everyone and adequate sanitation for all, equivalating to a standard that must protect human health and the environment. Next slide, please. Sorry, I was just being muted. In order to achieve the objectives mentioned in the previous slide, the main obligation under the protocol is
to set concrete and measurable targets on water, sanitation, hygiene, and health to address the country's needs. And to assist in the implementation process of those targets, the protocol has been supporting countries to address those needs by, for example, providing tailored technical and policy support through its guidance tools, which can be applied globally. So the protocol being a regional framework, however, its tools and guidance documents can be applied on a global scale. If you're interested in learning more on the protocol and its tools, I kindly invite you to browse through our newly published brochure, which you can see in the slide. Next slide, please. So let's talk about public participation and how is public participation anchored in the protocol on water and health. I have told you a little bit about the protocol's target setting mechanism, and Article 6 of the protocol's legal text entails the target setting provision. Paragraph 5b of the same article states, which you can see in the box, in doing all this, the parties shall make appropriate, practical, and/or other provisions for public participation with a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. So, in line with this, public participation is a key focus in the protocol. It was in the program of work for 6 consecutive years, which implies that countries identify it as a need and deem this very important. Additionally, specific guidance has been developed in the form of guidance documents for countries and civil society organizations to make use of, as you can see on the left. And now let's have a quick look at a case study. And for that, we need to go to the next slide, please. Thank you. During the target setting process in Armenia, an experienced NGO with whom the Joint Secretariat of the protocol has been closely collaborating for several years, namely Armenian Women for Health and Healthy Environment, coordinated the involvement of several NGOs throughout its consultation of national targets. And in line with this, a regional workshop was organized to strengthen the role of civil society organizations and also to allow for better coordination among them. So the workshop occurred prior to the first steering committee meeting of the Armenian National Policy Dialogue to strengthen the position of civil society organizations and to express their concerns directly to the responsible authorities. As the National Policy Dialogues are an intersectoral multi-stakeholder platform which drives or intends to drive water policy reforms. This is also a project that is being funded by the European Union. Next slide, please. So consequently, several NGOs under the leadership of the Armenian Women NGO made concrete recommendations for prioritizing national targets based on local issues and priorities, such as focusing on a situation of water and sanitation in rural areas and ways to address the challenges through the implementation of decentralized approaches, such as septic tanks or other forms of on-site sanitation. So all in all, 3 follow-up stakeholder consultation meetings were organized by the NGO Armenian Women for Health and Healthy Environment and gave civil society representatives an opportunity to propose inputs to the MPD steering committee and working group meetings, as well as to other meetings that were occurring simultaneously. The NGO also acts as a member of that steering committee, which of course gives a political leverage. Here in the picture, you can see a meeting of the MPD in 2017 in Yerevan. Next slide, please. So let's have a quick look at the success factors. NGO consultation triggered an interest in the protocol and its application to the NGO community, which is very important for us, especially because awareness of the protocol, its tools and mechanisms are rather limited. And I'm also sure that most of you, or some of you, have never heard of the protocol on water and health before. So involving these stakeholders through consultative meetings was therefore a necessary step and proved very successful. Additionally, providing adequate opportunities to voice the concerns of NGOs to the steering committee also proved useful, as it allowed to identify a broader range of challenges and better coordination amongst other NGOs, also to
connect them with each other. Next slide, please. Therefore, it can be said that the formal participation of NGOs helps to secure their continuous involvement at all stages of the implementation process, including the setting of targets, but also the implementation of them. And the overall participation of civil society-led organizations in Armenia contributed significantly to the amendment of Armenia's water code earlier this year in July 2022, which among others includes tariff benefits for socially vulnerable families. Thank you very much. That's it. Excellent, Armin. Thank you very much. We'll now move from Armenia to Australia, and let me please invite Jessica MacArthur from the Institute for Sustainable Futures to make her intervention. Thank you. Wonderful. Thank you very much. Yeah, and I'm a bit misleading. So my name is Jess MacArthur from the Institute for Sustainable Futures, but I'm dialing in today from Zurich, where I currently live. Because of the pandemic, my family has moved to Switzerland. Australia was very locked down and we weren't allowed to get back in. So we're still making our home here in Zurich. But today I'm going to be sharing with you some work from Cambodia. So a little bit different location and different context than what we've heard so far. And I'm going to be talking about kind of innovative ways to pursue gender equality within water and sanitation programming. Next slide. So when we think about kind of program activities, we often don't think about assessments. We might think about training or subsidized facilities or behavior change communication. But I would like to argue that assessments can also be an opportunity for intervention. And when we ask communities about complex topics, we automatically raise their awareness and potentially create space for change. Next slide. So purposely using assessments to foster change is what we call a transformative approach. When they're related to gender equality, we call this a gender transformative approach. And this approach is really quite common actually in WASH, which is different than other sectors. And we see this quite frequently in approaches like CLTS or FAST or PRA. But it's the idea of bringing many voices together and listening to what communities have to say. Next. So transformative approaches are often kind of four things. So we can think about them as being participatory. Often they're empowering for participants. They're visual, and usually they're also story-based. So you see some examples here. This is from Bangladesh, but the use of cards or activities. Next slide. And in this particular type of approach, participants are agents in the process rather than objects or instruments or actors. So you see in the spectrum from functional to self-mobilizing forms of participation, we want to move towards kind of transformative or self-mobilizing approaches rather than using participants as instruments or using them as objects. So you can see this in the different of wording of doing an assessment on a group of people, rather doing an assessment with a group of people. And so it's even in these tiny words that can help us to understand the different motivations that we have. Next slide. So I'd like to introduce three new approaches that have emerged in the last several years that hold promise as transformative approaches for assessment. And these are beyond CLTS and FAST and some of the other transformative approaches that we might be more familiar with. Next. So the first approach is called Photo Voice. It's a participatory photography activity. And because most of us definitely have a cell phone, I would imagine, sitting next to us that can create images, which is not something that was the case 20 years ago. We have a new opportunity to use technology to help understand what circumstances look like in a new way. So Photo Voice can be used as a formative assessment tool before an intervention, or as a midline tool during an intervention to try to understand what types of experiences different types of people are having. And it allows us to look through a different viewpoint. Next slide. So this is a very quick example from Cambodia of a whole bunch of images that were created by participants around gender equality and WASH.
And each one of these photos was represented with a further caption and helped us to learn more about the connections between equality and WASH. Next. This is an example. I'm not going to go through it, but you're welcome to read it. The materials are available on the website online. Yeah, great. Thank you. The second type are called micronarratives. Again, something you might not have heard of. And micronarratives are short stories that are written by participants and often use large sample sizes. So normally when we think about large sample size types of decision-making or participation input, we normally think of quantitative surveys. Like DHS or Mix. These are great tools, but they might not allow us to hear voices in really deep ways. So micronarratives allow us to be able to create personas that best represent different individuals within a program. Next. We can just skip through these. So if you want to look at some examples of how micronarratives have been used, they're available online. The third version is citizen science. You also may have heard of this. This is used in participatory monitoring, and it allows individuals to create quick and easy feedback loops, often using digital technology, but not always. Often it's used for things like water quality or water point functionality. Next. Now, it's important to note that these approaches are not automatically transformative, and just by involving individuals, it could actually lead to more harm. So we want to make sure that we have good distress understanding of what might be distressing. Next. So that involves thinking about the whole process, from who you recruit to involve to how the information and the data is utilized, and not just thinking about the data collection phase, which we often do. Next. There are four main things to think about. One is efficacy, which is making sure that the data is actually good data. Often it's not. And so we want to make sure that data is good. Reflexivity, which means being cognizant of power. Inclusivity, which means involving participants throughout the whole process. And pursuing transformation, so working to empower participants in the process. And I argue that that can go from a do no harm to a do more good approach. On the next slide, if you want to look again later, you can explore how these would be related to gender equality. But there's lots more on the website at Water for Women. And if you're wanting to learn more about transformative assessment approaches, or you can send me an email on the next slide. Thanks so much, everyone. Thank you very much, Jess. Okay, so this is the moment when we were supposed to have a short discussion, and if there were any questions for our three speakers who've just finished their interventions. But I just wanted to inform all colleagues present here that you will, other than the panelists, the other participants will not be able to write their questions on the Zoom chat. So you're please invited to write your questions and your remarks on the Pathable platform, and I've provided the link on the chat to you. So do we have any questions from the audience to any of the three, other than a couple of questions that I noted? Balwant, I don't have anything on Pathable. Okay, you don't have anything on Pathable. So, there are three questions, one for each participant, and I would request rather that you please limit to 1 minute per question. So, pour Madame Bragori, alors il y a une question sur votre intervention. Alors, comment est-ce que le gouvernement favorise et assure l'implication des représentants des jeunes dans le programme social? Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Madame Bragori, à vous. Oui, merci. Oui.
dans le cadre de la mise en œuvre, vous avez vu qu'à un moment donné, nous avons parlé de l'implication des jeunes. L'implication des jeunes, c'est à ces jeunes-là qui sont dans les villages, qui souvent n'ont pas forcément envie d'être seulement paysans ou agriculteurs ou éleveurs. Et nous, notre expérience a prouvé que quand on a dans les différentes réunions, nous faisons venir les présidents des jeunes avec leur bureau. Et nous les faisons venir pour les former aux métiers liés à l'assainissement, à la construction des latrines et comment sensibiliser. Et c'est ces jeunes-là qui s'organisent, on organise après en TPE, toute petite entreprise. Et c'est ces jeunes-là qui aident à la construction des latrines des ménages. Et voilà. Et donc, les communautés se sentent à l'aise parce que c'est leurs propres enfants qui ont fait des formations et qui, à travers l'accès à l'assainissement, ont un métier et un métier durable. Donc, ça a boosté beaucoup ces jeunes-là. Et les communautés aussi se sont senties impliquées parce que c'est leurs enfants qui ont du boulot à travers cette activité-là. Dans les écoles, souvent, les latrines qui sont construites dans le cadre du programme social du gouvernement, parce qu'un seul tuyau est cassé, les ouvrages ne sont plus utilisés. Il ne faut pas revenir à Abidjan pour chercher encore un autre projet avec un autre financement pour aller. Ces jeunes-là sont sur place, ils ont été formés et ils peuvent facilement accompagner dans le cadre de la durabilité des ouvrages. Et ils sont aussi un outil pour nous pour la sensibilisation. Et nous leur avons donné une bonne formation pour qu'ils deviennent des petites entreprises. Et à la longue, c'est avec eux qu'on va contractualiser pour la construction de toilettes. Voilà. OK, excellent. Madame Ragouri, merci à vous. There is a question, I think it's for Jess from Hélène Ernoul, how not to be overwhelmed by all the information given by beneficiaries? Or is this a more general question? Yeah, I mean, I can answer to the how not to be overwhelmed by information from beneficiaries. I can try to answer that. I think one of the keys is thinking from the beginning of what you want to do with the information. Because when we collect information that we don't use, that's wasting participants' time and their effort. And it's not respecting them. And so I had a very brief slide of thinking from the beginning to the end of your assessment approach, and really thinking about how you want to use the data, and then finding really innovative ways to analyze them. So collaborative thematic analysis is a great way, where you listen to a group of people in a room rather than having one coder on a computer by themselves, or finding other ways to use more collaborative forms of analysis. But yeah, you have to think about the end result from the very beginning. Okay, excellent. Thank you. Thank you, Jess. There was also a question on what alternatives we have to participation in the International Framework for Water Management. This is a question from Diana Ulloa. I'm not entirely sure who this question was for, which of the panelists. So, and also in the interest of time, perhaps we could come back to this in a minute, at the end of the second segment, I mean. There was one question that I noted for Armin, which is that you've spoken about how the protocol helps governments involve civil society in defining the targets, right? But what about following up on the achievement of these targets and the question of accountability? So could you please enlighten us a little bit on that, Armin? Yes, definitely. Thank you for the question. So yes, definitely, this is exactly also what Jess had mentioned, the fact that participants are agents within the process and not just participants. So we make sure that public participation is a key process throughout the entire cycle. So it's not just about setting the targets,
but it's also about revising and reviewing those targets. So under the protocol, parties have the legal obligation to report. There's a reporting cycle every 3 years in which also public participation is a key. And also whenever there are intergovernmental meetings and the application of the tools of the protocol, such as the Equitable Access Scorecard, public participation is always present, and there are many NGOs that are present, and there are also many NGOs who the protocol has been closely collaborating with for various years, who have a strong network and a strong knowledge of the things that are going on the ground, but also due to their presence at intergovernmental meetings, they're also having close contact to decision makers who are also there. So this is definitely something that makes sure that the voices of participants, the voices of citizens are always heard. And that also gives decision makers a stronger feeling of accountability because they're constantly reminded of whether or not they are on the track to implementing those targets or whether or not they should be revised or even prioritized. All right. Thank you, Armin. Thank you very much. So I think I would like to make an abrupt turn towards the second segment and the second set of speakers. So let me please call on, je voudrais inviter le professeur Sambou Ndiaye de l'Université Gaston Berger, au Sénégal, pour faire son intervention, s'il vous plaît. Et avant que le professeur Ndiaye ne commence, les trois intervenants dans cette section sont tous francophones et donc n'hésitez pas à utiliser excusez, je ne sais pas pourquoi je le dis en français. The speakers in the next segment, I'm so sorry, are all going to be speaking in French. So please do not hesitate to use the translation service. Donc, je demande. Thank you. Bonjour. Merci. L'objet de ma présentation, c'est vraiment de réfléchir sur le fait que la participation citoyenne Professeur Ndiaye, votre écran est coupé, on ne vous entend pas. Allô? Oui, maintenant c'est bon. Allez-y, professeur. OK. Merci de projeter le OK, merci. En fait, ma réflexion... Il y a un écho, Monsieur Ndiaye. Oui. Peut-être couper la traduction. Je ne sais pas si vous êtes aussi sur l'application de traduction, mais c'est ça qui peut poser problème. Oui. Comment je peux... OK. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, merci. professeur Ndiaye. Poursuivez, s'il vous plaît. Donc, l'objet de ma présentation, c'est de réfléchir sur le fait que la participation citoyenne dans le service public de l'eau ne concernait pas seulement la délivrance du service public, mais elle incorpore également la régulation. Mon approche, c'est de dire que la participation citoyenne, c'est d'abord une question de droit. Donc, au niveau du plan, rapidement, prochain slide, je vais rapidement parler du contexte de l'hydraulique, mais je vais surtout insister sur la nature et le degré de participation citoyenne en comparant la gestion communautaire et la délégation de services publics,
enfin, je vais prendre l'exemple d'une plateforme de participation citoyenne qu'on appelle la POSEAS pour réfléchir sur les capacités d'influence de la société civile. Slide, s'il vous plaît. Prochain slide. Merci. On est au Sénégal dans le contexte de réforme de l'hydraulique rurale depuis 2014. De l'indépendance jusqu'en 2000, les années 2000, l'eau était gérée par l'État. Ensuite, l'eau a été déléguée aux associations des usagers de forage qu'on appelle les ASUFOR et les ASUREP. Mais à partir de 2014, l'État sénégalais décide, avec l'influence de la Banque mondiale, de déléguer le service public d'eau en milieu rural. C'est à travers le principe de l'eau paie l'eau, c'est les enjeux de professionnalisation, d'efficience, de qualité. Donc, c'est le transfert des fonctions de production, de commercialisation à de grandes entreprises privées par affermage pour 10 ans. Mais ce qu'on constate, en même temps qu'on transfère ces fonctions de production des ASUFOR, on les transfère maintenant à des opérateurs privés internationaux. Ce qu'on constate, c'est que l'État ne reconnaît pas les associations d'usagers dans leur fonction de représentation des usagers. Slide, s'il vous plaît. C'est pourquoi je me permets de comparer le degré et la nature de la participation citoyenne dans la gestion communautaire qui est à gauche et dans la gestion privée, ça veut dire la délégation de services publics. C'est d'abord la logique de relation. Dans la gestion communautaire, c'est une relation communautaire basée sur la communauté, alors qu'avec la privatisation de l'eau, c'est plutôt une logique sociétaire qui mise sur les individus. En même temps, dans la gestion communautaire, les habitants étaient considérés comme des usagers, des citoyens, c'est-à-dire disposant d'un droit, notamment le droit de se constituer et le droit de participer à la délivrance, à la régulation du service, alors que le secteur privé considère actuellement les populations comme de simples consommateurs anonymes des clients. Il n'y a pas d'espace de communication, de redevabilité, sinon la redevabilité du secteur privé est à l'OFOR, ça veut dire l'Office des forages ruraux, qui est au niveau du ministère, n'est-ce pas, de l'assainissement et de l'eau. Alors qu'au niveau des associations d'usagers, il y avait quand même régulièrement des assemblées générales d'information, des réunions de consultation publique locale. Prochain slide. Alors, prochain slide. On considère également que la gestion des réclamations, c'est vraiment une gestion de proximité des dysfonctionnements de services. Ici, il y a un mécanisme de réception des plaintes, mais ce mécanisme est très inaccessible. Imaginez-vous, vous devez faire 70 à 50 km pour aller faire votre mécanisme de plainte. En même temps, la nature des rapports avec les habitants. Dans la gestion communautaire, les habitants étaient des parties prenantes du service. C'est une propriété communautaire. Ici, c'est une relation commerciale individualisée. Il n'y a donc pas dans la gestion privée une reconnaissance des dispositifs de représentation des usagers. Alors que dans les ASUFOR, les ASUFOR se positionnaient comme des exploitants, mais également comme des représentations. Donc, ça veut dire que dans le système actuel de privatisation de l'eau en milieu rural, on ne reconnaît pas aux usagers la possibilité d'avoir une structure de représentation. Et enfin, le mode de détermination du service public, il y avait une co-construction de l'offre et de la demande avec les ASUFOR. Avec la privatisation, les modalités du service sont définies avec l'État, ça veut dire avec l'OFOR. Donc, il y a une désappropriation, il y a une marginalisation des acteurs, et c'est ça qui explique, vous voyez, prochain slide, c'est bon, merci, et c'est ça qui explique que lorsque nous avons réalisé un projet de recherche avec le GRET, l'ARD et la Fédération des ASUFOR ASUREP, 76% des usagers n'avaient pas connaissance de la réforme de l'hydraulique qui a démarré depuis 2014. Cette enquête, c'était en 2017-2019. Mais en même temps, 25% des habitants n'étaient pas satisfaits du travail du délégataire, ça veut dire du service public. Le degré de satisfaction des relations entretenues était très moindre, c'est autour de 22%. Et 64% des usagers jugeaient l'eau très chère. Autrement dit, alors que la réforme de l'hydraulique avait promis aux usagers d'avoir de l'eau disponible, de l'eau de qualité, soutenable, malheureusement, une dizaine d'années après, les usagers, les populations étaient très en colère
contre cette réforme de l'hydraulique. Prochain slide. Et c'est ça qui explique, prochain slide, qu'on a noté quand même beaucoup d'activités des usagers. D'un côté, on a constaté des tapages médiatiques, barrage de la route nationale, refus de payer le service. On a constaté même dans certains sites religieux un refus, n'est-ce pas, de participer à la DSP. Et donc, mais quand même, ce qu'on a noté, et c'est ça qui nous a surpris dans cette recherche, on a une mobilisation discrète. On a une protestation morale des habitants. Prochain slide. Mais en même temps, prochain slide, on a noté quand même, si à l'échelle territoriale, c'est difficile aux populations de participer au service public, de résister, à l'échelle nationale, on a une plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement qui s'appelle la POSEAS. Autrement dit, à l'échelle territoriale, c'est très difficile de résister, de participer au service public, mais à l'échelle nationale, les organisations de la société civile arrivent à peser. C'est un réseau national qui regroupe les organisations de la société civile, donc ce qui lui permet d'avoir une couverture nationale, mais en même temps, c'est un réseau qui travaille sur la mise en synergie des interventions, ce qui lui règle ce maillage territorial. Ce réseau aussi démontre des plaidoyers très importants, mais qui sont fondés sur des données probantes. Ça veut dire que ce réseau dispose quand même d'une expertise qui lui permet de produire des données. Et c'est un enjeu extrêmement important. Pour participer, il faut participer, faire des plaidoyers, mais à partir de données probantes. En même temps, ce réseau a pu construire des coalitions de causes en s'affiliant à des réseaux internationaux, en ayant le soutien de parlementaires, de l'opposition notamment. En même temps, on a constaté que ce réseau dispose d'une expertise technique avec des agents qui ont des compétences techniques sur le tas, n'est-ce pas, avec un engagement citoyen très important. Ce qu'on constate donc finalement, c'est qu'il y a une présence des organisations de la société civile dans les instances de formulation, de mise en œuvre et de régulation, mais les usagers eux-mêmes sont un peu absents. Et donc, finalement, on se pose la question, si la participation citoyenne n'est pas une participation garantie par les organisations de la civile, mais difficilement garantie par les usagers. Merci beaucoup pour respecter le temps. Merci, Balwa. En perspective, donc, l'eau est considérée comme une ressource. Ça veut dire une ressource qui appartient à une communauté et dont la gestion est soumise à un principe de gouvernance. Malheureusement, la réforme de l'hydraulique rurale au Sénégal et un peu partout aussi en Afrique de l'Ouest considère l'eau comme un service, ça veut dire sous le principe marchand. Finalement, la réforme de l'hydraulique rurale au Sénégal démontre la prédominance du paradigme couple État-marché. Ça veut dire la difficulté des États africains à définir un mode de régulation décolonial, non pas post-colonial, mais décolonial, en ne prenant pas en compte la colonisation comme un phénomène indispensable. C'est en cela que l'approche par les droits humains constitue une approche extrêmement intéressante qui permettrait de renouveler le mode de délivrance et de régulation. Donc, pour conclure, disons que la participation citoyenne incorpore à la fois la délivrance de l'eau, mais doit également concerner la régulation du service public d'eau. Merci beaucoup pour votre attention. Professeur Ndiaye, merci pour ces mots de clôture très forts. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre collègue du Togo, Émile Tsigakou, qui va nous présenter les expériences de la CCEABT. À vous, Émile. Merci. Merci, Balwant. Je vous remercie pour cette opportunité et particulièrement, je tiens à remercier la coalition eau qui nous a donné cette opportunité. Et je me réjouis doublement parce que je vais intervenir après le professeur du Sénégal. Il faut dire que mon intervention va aller pratiquement dans le même sens en matière de participation citoyenne assez sur les OSEPA, les associations d'usagers du service d'eau potable au niveau des collectivités locales, l'introduction des collectivités locales
dans la gestion, dans la gouvernance du service d'eau potable au Togo et quel mécanisme de gouvernance on peut mettre en place et avec quel outil de participation citoyenne. Pour le rappeler, je suis responsable d'une organisation qui travaille sur ces questions de décentralisation et de l'eau, mais aussi notre réseau, le CCABT, qui mobilise et fait des actions de plaidoyer dans le secteur. Mon intervention portera essentiellement sur les outils, d'abord le cadre institutionnel dans le secteur, et nous reviendrons vite fait sur quelques outils de participation citoyenne que nous expérimentons aujourd'hui au Togo et faire un clin d'œil à un projet pilote que nous mettons en œuvre actuellement de concert avec le ministère de l'Eau du Togo pour promouvoir et expérimenter cette participation citoyenne. Pour le cadre institutionnel, nous connaissons tous les outils qui évoquent la question de l'accès à l'eau potable comme un droit, comme l'a évoqué de mes prédécesseurs. Et la spécificité pour le Togo, peut-être qui n'est pas partout la même chose, c'est que déjà dans notre constitution et la nouvelle loi que nous avons sur la décentralisation, on met un accent sur la participation citoyenne comme une obligation pour les collectivités locales. Déjà en 2008, avant même l'avènement, avant l'aboutissement du processus de décentralisation au Togo, le pays a déjà posé les bases pour impliquer les collectivités locales dans la conception, la mise en œuvre, la gouvernance et surtout le suivi de ce mécanisme de participation citoyenne et de responsabilité mutuelle dans le secteur de l'eau. Le constat, comme l'a évoqué tout à l'heure le collègue du Sénégal, je dirais que le Togo, jusqu'à maintenant, au niveau du milieu, le Togo a réparti le champ du service de l'eau potable en trois milieux. Il y a le milieu urbain, qui est essentiellement les chefs-lieux de préfecture. Et nous avons le milieu semi-urbain, qui sont des populations qui ont des populations, moins de 1500 populations. Et puis, nous avons le milieu rural. Donc, l'expérience que nous mettons aujourd'hui en œuvre dans le pays concerne essentiellement la catégorie intermédiaire qui est le milieu semi-urbain. Donc, dans ces milieux semi-urbains, nous n'avons pas la desserte classique qui est desservie par la société nationale, mais plutôt tenue par les OSEPA, qui sont les Agifor Sénégal. Et le constat, c'est que soit certains partenaires viennent réaliser l'infrastructure, mais à un moment donné, l'État est appelé à venir faire les réparations ou, à défaut, les populations n'auront pas accès à l'eau potable parce que il y a des pannes que les OSEPA ne peuvent pas, dont les OSEPA ne peuvent pas assurer la réparation, ou encore il y a une mauvaise gestion financière ou une mauvaise gouvernance du service. Donc, tout ça a aujourd'hui amené à réfléchir à un mode de gouvernance qui serait d'aller vers la délégation des services publics. Mais suivant quel modèle qui assure la participation, toujours des OSEPA, qui implique fortement les collectivités locales et avec des mécanismes de régulation du prix et puis de suivi de la qualité du service au niveau des populations. Et aujourd'hui, un modèle que nous sommes en train d'expérimenter, c'est le modèle de délégation de services publics. Slide, s'il vous plaît. C'est le modèle de délégation de services publics à travers un projet pilote que nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an avec le ministère de l'Eau et le ministère de tutelle des collectivités locales. Et ce projet permet d'insister sur un outil fondamental que la loi sur la décentralisation met en exergue dans les collectivités locales, c'est les bureaux citoyens. Les bureaux citoyens sont un cadre
d'expression des besoins par les collectivités locales en lien avec tout ce qui est services essentiels offerts par les collectivités locales, dont l'eau et l'assainissement. Et ce cadre d'expression sert de courroie de transmission entre la population et les collectivités locales, notamment les services eau et assainissement. L'autre élément qui est institué, c'est les quadrilogues, qui sont un cadre multi-acteurs de rencontres, aussi bien des services techniques que des populations et des ONG, pour faciliter le dialogue multi-acteurs autour du service. Et l'autre spécificité aussi, c'est comment on agit sur la connaissance, le comportement de la population à travers des actions de sensibilisation, de renforcement des capacités, pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de participation citoyenne. Et la spécificité, c'est que le modèle de délégation de service public qui est en train d'être construit au Togo n'efface pas les OSEPA, qui étaient les associations d'usagers hier, mais est en train de les restructurer et les former pour leur confier plutôt un rôle de contrôle citoyen de la qualité et de relais d'information. Mais il faut aussi le souligner, qui parle de participation citoyenne, parle de planification participative des besoins de développement local depuis la base. La loi fait obligation aux collectivités locales du Togo de se doter d'un plan de développement local de concert avec les ministères sectoriels. Et déjà à ce niveau, la participation de la population est une obligation pour définir les besoins, les plans d'investissement et le plan de participation citoyenne que nous sommes en train d'exécuter actuellement. Là où un ensemble particulier aussi qu'il faut, un élément particulier aussi qu'il faut relever, c'est là où je rejoins le professeur, le collègue du Sénégal, c'est que qui parle de participation citoyenne doit aussi être à même de définir les différentes parties prenantes à mettre ensemble. Si par exemple, on met une collectivité locale dans la gestion du service d'eau potable et qu'on fait venir une grande société multinationale il y aura vraiment un déséquilibre, tel point que nous, au niveau de la société civile togolaise, ce que nous conseillons et le plaidoyer, notre élément de plaidoyer dans ce domaine, c'est que l'État aille plutôt vers des opérateurs, des privés, mais qui soient plutôt de petits opérateurs qui puissent être contrôlés et suivis par les populations, suivis par les collectivités locales. Sinon, on aura une délégation où la population n'aura pas de mot à dire. Un défi majeur aussi, c'est que qui parle de participation citoyenne parle de dépenses à réaliser, de financement à apporter pour promouvoir cet outil. Mais la plupart des partenaires techniques et financiers ont tendance à ignorer cette participation citoyenne en pensant que qui parle d'accès à l'eau potable ne peut que se limiter aux investissements techniques aux investissements techniques dans le domaine. Je ne saurais terminer mon intervention sans quand même faire un clin d'œil aux dynamiques de participation citoyenne au-delà du niveau local, mais au niveau central, qui est aussi en cours actuellement au Togo à travers la dynamisation du PNE, le Partenariat national pour l'eau, qui doit être un cadre d'expression et de concertation ou encore de gouvernance partagée du service au niveau national. Voilà les quelques éléments et points de vigilance que nous pouvons partager avec vous en lien avec la participation citoyenne au Togo, aussi bien au niveau local, autour de ce modèle que nous sommes en train de construire, qui est le modèle de délégation de services publics arrimé sur les acteurs locaux suivant les stratégies nationales. Je vous remercie. Émile, merci beaucoup de l'intervention. Alors, pour terminer ce segment, je vais appeler Madame Sandra Métaillé pour qu'elle fasse une petite intervention sur les plateformes internationales et la voix citoyenne sur ces plateformes-là.
Sandra, Merci. C'est à vous. Merci Balwant, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais parler des processus internationaux et de l'implication de la société civile en leur sein. Pour présenter rapidement la coalition Eau. La coalition Eau, c'est le collectif des ONG françaises du domaine de l'eau et l'assainissement qui mène principalement des activités de plaidoyer. Et parmi nos activités, il y a celle de favoriser la représentation de la société civile dans les espaces internationaux liés à l'eau et à l'assainissement, comme par exemple le Forum mondial de l'eau, le partenariat Sanitation and Water for All, des conférences des Nations Unies, etc. La coalition intervient pour cela en alliance et notamment au sein de l'Effet Papillon, qui est une coalition mondiale d'ONG et d'OSC qui facilite la participation d'ONG et d'organisations de la société civile au Forum mondial de l'eau et dans d'autres événements de l'agenda international. Donc, on considère que la société civile elle a un rôle clé à jouer pour l'atteinte des objectifs de développement durable, qu'elle a des messages forts à faire entendre. Et donc, il est important de l'intégrer dans ces événements internationaux liés à l'eau pour qu'elle puisse peser sur les débats et peser sur les différents processus. Donc, je vais ici faire un retour d'expérience sur 2 processus dans lesquels nous sommes actifs, qui sont donc le Forum mondial de l'eau et le partenariat Sanitation and Water for All, en les comparant un petit peu. Donc, le Forum mondial de l'eau, c'est un événement, c'est le plus grand rassemblement des acteurs de l'eau au niveau mondial à l'heure actuelle. Il est organisé par le Conseil mondial de l'eau et un pays hôte tous les 3 ans. Et donc, la coalition a mené une réflexion pour essayer de comprendre la portée des forums mondiaux de l'eau et l'implication de la société civile en leur sein. Et ce qu'on voit, c'est que cet espace s'est petit à petit ouvert aux ONG, mais aussi aux groupes de femmes et aux groupes de jeunes, mais que la représentation de la société civile, elle est assez aléatoire d'un événement à l'autre, d'un forum à l'autre. Souvent, on a un processus préparatoire qui est ouvert à la société civile, mais qui demande beaucoup de travail et les représentants de la société civile ne sont pas forcément rémunérés pour cela. Donc, ce n'est pas toujours évident pour eux de se mobiliser. On peut avoir, selon les forums, une inclusion de représentants de la société civile dans le comité d'organisation. On a aussi vu des mécanismes de sponsorship, donc de soutien financier, qui parfois fonctionnent plutôt bien et d'autres fois qui sont assez lacunaires. Malheureusement, ça a été le cas pour les 2 derniers forums, donc au Brésil en 2018 et au Sénégal cette année, puisque les mécanismes soit étaient d'un montant trop limité, soit ont été mis en place de façon trop tardive et donc n'ont pas permis aux ONG OSC de se mobiliser fortement. On voit aussi dans certains forums des processus ou des espaces dédiés à la société civile, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Et enfin, dans la préparation des déclarations ministérielles, on a parfois donc obtenu des accréditations pour des représentants de la société civile afin de peser sur les négociations. Pour ce qui concerne le partenariat Sanitation and Water for All, là, on a donc un processus davantage institutionnalisé. Donc, Balwant a présenté SWA au début de notre session. Au sein de SWA, il y a donc un groupe catégoriel société civile qui fait l'objet d'une animation avec des animateurs, donc des moyens humains dédiés et des moyens financiers. Donc, il y a une animation permanente de ce groupe pour les réunions ministérielles, mais aussi finalement entre les réunions ministérielles, donc vraiment tout au long du processus. On a aussi des OSC qui sont représentés dans le comité, enfin qui sont élus en fait au nom du groupe catégoriel dans le comité directeur de SWA et qui représentent les 4 régions. On a pour chaque pays actif au sein du partenariat des rôles de points focaux de la société civile qui sont finalement l'interface des points focaux gouvernementaux et qui entretiennent un dialogue entre eux. On a aussi, en amont des réunions ministérielles, des processus préparatoires multi-acteurs au niveau national. Il peut y avoir de petites subventions qui permettent de soutenir des activités d'OSC au niveau national.
Et enfin, on choisit des représentants pour constituer une délégation de la société civile pour participer aux réunions ministérielles. Donc, ce qu'on peut tirer un peu comme leçon de ces deux expériences, c'est qu'en termes d'obstacles, on rencontre souvent les mêmes obstacles. Alors, c'est des leçons qui sont tirées de ces deux expériences, mais en fait aussi plus généralement de notre participation à différents espaces internationaux. Le premier obstacle, c'est le manque d'ouverture ou le manque d'informations sur les modalités de participation de la société civile. Ensuite, un obstacle majeur, c'est la question des financements. Donc, l'absence de financement pour participer aux événements internationaux, qui touchent plus particulièrement les réseaux et les organisations de la société civile des pays en développement. Et c'est un problème aussi, non seulement pour la participation aux événements en tant que tel, mais aussi pour finalement participer au processus préparatoire. Donc, pour financer tout le travail préparatoire qui peut être demandé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans le cas des forums mondiaux de l'eau. Un autre problème, c'est notre difficulté à mobiliser, disons, les organisations de base, des représentants de communautés, ou alors de lier carrément avec des mouvements sociaux plus spontanés. Difficulté, bien sûr, aussi à avoir des représentants des différents pays avec la question des barrières linguistiques pour participer aux événements internationaux. On peut aussi donc relever la question de la difficulté à se faire entendre lors de l'événement. Les OSC peuvent être parfois finalement assez isolés dans ces processus et pas avoir de tribune. Et elles peuvent avoir du coup des difficultés aussi à avoir un impact. Forcément, on est très contraint par le cadre qui est fixé par les organisateurs, et donc on n'a pas toujours une marge de manœuvre pour pouvoir peser comme on le souhaiterait. Voilà, tout ça peut varier bien sûr selon les événements et aussi selon les pays, puisque donc les pressions sur l'espace civique ou la liberté d'expression peuvent être plus ou moins complexes dans certains pays. Et enfin, dernier obstacle, la question de notre structuration à nous-mêmes, en fait, voilà, le manque de structuration de réseau ou le manque de représentativité qui peut aussi nous être opposé. En termes de facteurs de succès, ce qu'on a remarqué, c'est que la participation, bien sûr, marche mieux s'il y a une volonté forte de la part des organisateurs d'impliquer la société civile, et donc s'il y a des moyens humains et financiers disponibles pour cela. Le fait qu'il y ait des réseaux de la société civile qui préexistent et qui sont déjà structurés, c'est aussi bien sûr un avantage, comme l'effet papillon dont je parlais tout à l'heure, puisque ça permet de mobiliser les membres et d'avoir un espace pour se coordonner. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est quand des représentants de la société civile sont impliqués dès le début dans la gouvernance et dans la préparation des processus. Bien sûr, une transmission d'informations transparente est essentielle, et puis aussi que l'on ait des espaces qui soient prévus, que ce soit dans les panels de haut niveau, les espaces officiels, mais aussi dans les side events, pour que la société civile soit représentée. Et enfin, les plateformes d'inclusion en ligne peuvent permettre aussi à des associations ou des structures aux moyens financiers limités de participer à distance. Donc, j'aimerais finir juste donc, cette intervention avec quelques recommandations pour la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023, qui sera donc organisée à New York, et qui est une conférence unique au niveau multilatéral pour notre secteur. On a un certain nombre de recommandations pour garantir la place de la société civile dans cet événement, notamment le fait qu'il faut donc un processus transparent et participatif qui inclut la société civile de toutes les régions, mais aussi de différentes mouvances, qu'il y ait bien sûr un mécanisme de prise en charge financière avec des critères transparents, qu'il y ait des moyens humains qui soient dédiés en fait au lien avec la société civile pour permettre de nous transmettre des informations et d'avoir des interlocuteurs clés, ce qui est, on l'a vu déjà le cas, ce que les Pays-Bas ont déjà mis en place en fait pour la conférence. S'appuyer donc sur les réseaux d'ONG qui sont existants, mais aussi favoriser les liens avec les mouvements de jeunesse, les groupes de femmes,
et d'autres structures qui peuvent être représentées en fait au niveau des différents groupes majeurs de l'ONU. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est quand des représentants de la société civile sont directement intégrés dans les délégations des pays. Et enfin, s'assurer qu'on a des porte-paroles dans les espaces de haut niveau et les différents espaces mis en place au niveau de la conférence. On pense aussi à ce qui peut se passer en dehors de la conférence. Et donc, c'est important aussi que les organisateurs de la conférence soient ouverts à d'autres formes de participation, moins structurées que finalement les nôtres, celles des réseaux de la société civile organisée, et qu'on puisse permettre des formes d'expression plus spontanées de la part d'usagers ou de citoyens qui ne sont pas forcément dans les cadres institutionnalisés. Et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup à vous, Sandra. Et avec cette intervention, on termine le deuxième segment. Et nous avons à peu près 10 minutes pour les discussions. Alors, j'aimerais, comme avant, j'aimerais commencer par une question pour chacun pour chaque intervenant. Alors, pour le professeur Ndiaye, il y avait une question qui était que est-ce que les organisations de la société civile font un travail de sensibilisation et d'implication des populations aussi? Et est-ce que ces organisations sont connues des usagers pour jouer le rôle d'intermédiaire? Donc, le professeur Ndiaye, s'il vous plaît, si vous voulez répondre à ça. Merci. Effectivement, les organisations de la civile font beaucoup d'activités de mobilisation, de sensibilisation, de formation, de renforcement des espaces de communication sociale. Mais il se pose un autre enjeu. Est-ce que les organisations de la civile ont la légitimité de parler au nom des usagers? C'est véritablement ça la question. Les organisations de la civile n'ont pas une base communautaire ou sociale, c'est des organisations professionnelles. Et donc, l'une des questions les plus importantes, c'est leur légitimité de parler au nom des populations. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que les usagers ne sont pas présents, mais des organisations faîtières sont présentes dans certaines instances de décision, mais est-ce qu'elles ont la légitimité, la crédibilité de parler au nom des usagers, d'autant plus que, après avoir participé à ces instances de décision, ces organisations ne revenaient pas vers les usagers pour les informer. Et lorsqu'elles amènent des propositions sur les tables de négociation, elles ne consultent pas les usagers avant d'y aller. Donc, en amont et en aval, les organisations de la civile risquent d'être des représentants, mais des représentants peu légitimes par rapport aux usagers. Par contre, elles défendent des positions très courageuses, très intéressantes. Merci. OK. Merci, professeur. Il y a aussi une question, cette fois-ci pour Émile de Togo. Vous aviez abordé la question du financement des mécanismes de participation citoyenne. Alors, est-ce que vous pouvez dire comment on peut faire pour surmonter cette difficulté qui est de financer cette participation? OK, merci, Barons. Aujourd'hui, ici, moi, j'ai une piste à proposer, c'est que nous, les organisations de la société civile, nous puissions présenter le service de l'eau comme un package, comme un tout, dans lequel nous aurions les activités de participation citoyenne. Pour qu'on sache que c'est bien d'installer un réseau d'eau, mais si ce réseau n'est pas, par exemple, en relation avec les collectivités locales, s'il n'est pas bien régulé, si la population ne signale pas les fuites d'eau, si la population ne laisse pas les sources traditionnelles d'eau pour venir consommer cette eau, nous n'allons jamais atteindre l'objectif de les 100% visés pour l'accès à l'eau potable. Donc, aujourd'hui, si je m'aligne sur les réalités togolaises aujourd'hui, la stratégie d'accès à l'eau potable dans le pays met un grand accent sur la gouvernance du service. Et dans cette gouvernance, il n'y a pas que
les infrastructures et les organisations de la société civile, nous devons profiter énormément pour mettre un accent sur le fait que depuis l'amont, la commune doit par exemple préparer son plan de développement local. Après, les populations doivent être sensibilisées. Et maintenant, quand on tourne notre regard vers ceux qui financent les partenaires, c'est que nos réseaux doivent mettre en avant le financement de ces différents éléments de participation citoyenne, sans lesquels les investissements techniques seront là, mais l'accès universel ne sera jamais une réalité. Ok, Émile. Merci à vous. Et puis, une question pour Sandra. Alors, la question pour vous, qui avez parlé des plateformes internationales, c'est qu'en fait, le mot plaidoyer et participation, enfin, les processus de plaidoyer et de participation sont assez complexes, avec des impacts qui ne sont pas toujours facilement quantifiables ou même connaissables. Alors, enfin, ceci se tient encore plus lorsqu'il s'agit du plaidoyer de participation au niveau international, sur les plateformes internationales. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple sur une réussite qui a été obtenue grâce à cette participation sur les plateformes internationales? S'il vous plaît. Merci. Oui, merci Balvante. Je pense peut-être là au dernier événement auquel moi j'ai participé, qui était le Forum mondial de l'eau. Ça n'a pas été simple d'assurer une représentation de la société civile, mais je trouve que du côté de la jeunesse, ça a été une plus forte réussite, puisque les jeunes se sont extrêmement bien organisés en amont du forum. Ils ont créé un comité de coordination des différents mouvements jeunesse, et ils ont su montrer l'importance de la jeunesse dans cet espace, et avoir le soutien à la fois des organisateurs du forum, mais aussi de bailleurs bilatéraux pour avoir des financements afin de s'organiser. Et donc, ils ont été très visibles en fait dans l'événement. Ils ont pu avoir un espace jeunesse très dynamique, qui était aussi incontournable dans l'événement, pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages et de préoccupations en fait de la jeunesse, qui ont été aussi reprises dans le cadre de panels de haut niveau. Bon, comme il n'y avait pas de décision politique majeure à l'issue du forum, il n'y avait pas la partie, je dirais, plaidoyer classique où on essaie d'influer sur des déclarations. Ça, on peut plutôt se référer à des forums précédents où, comme je disais tout à l'heure, il y avait une déclaration ministérielle, et finalement, les ONG et les OSC pouvaient participer à des réunions préparatoires organisées par les Nations Unies au niveau de l'UNESCO, en lien avec le forum. Et ça nous a permis, dans certaines déclarations, d'intégrer des préoccupations fortes de la société civile, comme la question des droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, la question des financements, la question de la coopération internationale transfrontalière, la question de la participation citoyenne. Après, l'autre question qui se pose, c'est finalement qu'est-il fait de ces déclarations au niveau international? Comment elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont rangées dans un tiroir après les événements et après les conférences? C'est bien de les influer, mais bon, si ces documents ne sont pas utilisés, c'est quand même limité. Donc c'est là aussi où c'est important que la société civile continue à travailler après ces événements pour faire le suivi des engagements qui sont pris. Et c'est notamment ce qui est fait beaucoup dans le cadre du partenariat Sanitation and Water for All, où grâce à ces travaux au niveau national, et notamment au rôle de points focaux de la société civile, on peut entretenir un dialogue aussi après les réunions ministérielles, qui permettent de faire un suivi des engagements qui sont pris par les différents acteurs. Donc ça ne s'arrête pas
à l'adoption d'un document ou d'une déclaration. Il y a tout un travail aussi à faire derrière les processus internationaux pour s'assurer qu'il y a une application et un suivi. Excellent. Okay, excellent. Merci. So I think we have to now close the session because we're already a few minutes beyond the time allotted to us. So I just wanted to say two long sentences. The first is that we've heard quite a lot of interesting solutions about citizen participation, which means that it's not just a dream for everyone, it's also been realized by some. So we heard of the Bureau des Citoyens, we heard of the human rights-based approach, which would be a good approach to take. We heard of citizen science and micro-narratives. We heard of the emulation between traditional authorities and leaders. We heard about La Maison des Femmes. We also heard about the protocol on water and health, the butterfly effect, the national water partnerships, the association of users of drinking water networks in Senegal. And so we've seen that there are solutions which are technological, which are social, which are political. And so hopefully these solutions are going to work so that we have more and more participation and a better participation of citizens in the decision-making when it relates to water and sanitation. And to end, we hope that with some of the examples that were given today, we will move the citizen from being a mere object in the programming cycle to instruments, and then on to actors, and for the citizens to finally become agents and owners of the programs. So with that, I would like to thank all the participants, the panelists. We had a good and a wide range of people who spoke. We had some good questions as well. So thank you very much to everybody. I think that's the end of the two last sentences, and the session is adjourned. So thank you very much, and goodbye, everybody. Thank you, Balwant. Thank you. Merci. Thank you, Balwant. Goodbye. Yes.